Bienvenue dans cette édition de Mots et Écrits, votre programme qui rend hommage aux auteurs, aux écrivains et à leurs œuvres. Cet épisode vous emmène à la rencontre de Chirine Omiroudi Zifra, auteure du livre intitulé « Femmes de l'ombre à la lumière », un livre sur l'évolution des droits de la femme à l'île Maurice. Ce livre touche à tous les obstacles auxquels font face les femmes à l'île Maurice, tout en analysant les droits de la santé, politique, économique, entre autres. Chirine Omiroudi Zifra, qui est actuellement avocate chez Dentons, est une figure importante de l'histoire de l'île Maurice moderne. Elle était active sur le plan politique depuis ses 20 ans. Elle a été l'une des premières femmes à être élue au Parlement. D'ailleurs, c'est Chirine Omiroudi Zifra qui a été la première ministre des droits de la femme et de la famille. Aujourd'hui, elle nous partage ses idées et ses pensées qui ont contribué au contenu de son livre. Le livre, son sous-titre, c'est « L'évolution des droits de la femme à Maurice ». Moi, j'ai voulu, maintenant, quand j'ai 73 ans, j'ai voulu laisser un bilan de ce qui a été fait, pas seulement par moi, mais par moi et par beaucoup d'autres femmes. Je voulais montrer où on était dans les années avant même Napoléon, c'est-à-dire vraiment 19e siècle, et où nous sommes aujourd'hui. Quel progrès on a fait, quelle était la situation d'abord juridique des femmes, et pas seulement juridique, mais quelle était la vraie situation des femmes dans cette époque-là où la femme mariée n'avait aucun droit, ni de travailler, ni d'avoir un compte en banque, ni de faire quoi que ce soit. Et si elle travaillait, il fallait que son mari soit d'accord et il pouvait prendre son salaire, entre autres. Elle n'avait donc aucune identité personnelle et aucun droit. Et là, j'ai démontré comment, au fil des années, on s'est engagé pour lutter contre toutes ces discriminations et changer ce statut de la femme mariée, mais de la femme en général. Voilà, donc le livre parle de l'évolution de la loi. La moitié du livre, c'est sur les lois, et l'autre moitié du livre, c'est sur ce qu'on appelle les droits. Alors, droits politiques, économiques, sociaux, culturels. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'en 2022, sommes-nous les femmes toujours en train de lutter pour notre place au sein de la société? Ah ben, parce que nous sommes victimes de conditionnements millénaires. Nous avons fait des progrès. Le problème n'est pas que mauricien. C'est un problème mondial. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la situation à Maurice. Nous avons été victimes, donc, d'une part, du fait que nous étions colonie française et puis colonie britannique. Ce sont des pays qui étaient dirigés par des hommes. Même en Angleterre, vous savez que les femmes se sont battues pour avoir le droit de vote. Il y en a qui sont mortes pour pouvoir avoir le droit de vote. En France, c'était pareil. À l'époque même de la Révolution, ils ont parlé des droits de l'homme et du citoyen. Il a fallu que Madame de Gouges vienne de l'avant, Olympe de Gouges, pour dire il faut parler des droits de la femme et de la citoyenne aussi. Parce que la femme a aussi un rôle à jouer, pas seulement elle est mère, reproductrice et elle fait du travail domestique, elle a un autre rôle à jouer aussi dans la société. Donc, nous sommes malheureusement, aujourd'hui, ça prend du temps. Vous savez, quand on dit des conditionnements millénaires, ça veut dire que même les femmes elles-mêmes, elles continuent à transmettre dans leur famille, certaines femmes, pas toutes les femmes, elles vont continuer à faire la différence quand elles ont un fils et quand elles ont une fille. On dit à Maurice, « Tifi deuxième lot, pas besoin de tracasser un homme pour ramasser. Il n'est pas besoin, comme dire, à l'école, un grand diplôme, à le travail, parce qu'il y a un homme pour ramasser. » Mais on ne peut plus dire ça aux filles maintenant. Parce qu'on sait que le pouvoir essentiel, c'est le pouvoir économique. Si la femme n'a aucun pouvoir économique, c'est très bien de tomber amoureuse, d'aimer un garçon, de l'épouser. Demain, il vous quitte, peu importe la raison. Il vous quitte pour une plus jeune, pour une plus jolie femme, soi-disant, etc. Vous retrouvez sans le sou, dans une situation déplorable. Les femmes ont bien compris ça, qu'il fallait qu'elles travaillent.
mais ce n'était pas évident. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que même si il y a eu l'éducation gratuite, donc les filles ont été à l'école. À l'époque de ma grand-mère, évidemment, elles n'allaient pas à l'école. Ma mère a été jusqu'à la 6e. Ok, mes tantes ont fait jusqu'à la senior. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, les filles vont à l'école. Il y a l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, les parents n'ont pas le droit de ne pas envoyer les filles à l'école, parce que longtemps, il y a des filles, bien, les enfants dans la case, comme si c'est une deuxième maman. Mais c'est plus possible, ça. Les filles vont à l'école, elles font très bien à l'école. Quand on dit qu'il y a un peu de drop-out à l'école, la majorité sont des garçons, et on arrive jusqu'à l'université, et on voit qu'elles font plutôt bien, mais plus on monte pour aller faire un doctorat, tout ça, là, il y a moins de filles. Et quand on regarde dans les sciences, les technologies, on appelle ça les STEM, sciences, technologies, engineering et mathématiques, il y a très peu de filles. Et puis quand il y a des postes intéressants, ce n'est pas les filles qui ont les meilleurs postes. Donc nous, on ne peut pas dire que la situation a complètement changé. Moi, je montre dans le livre la moitié du verre rempli, mais l'autre moitié vide. Ce livre rend hommage aux femmes mauriciennes. Connaissez-vous des femmes qui ont contribué énormément à notre société sans avoir été reconnues? Vous savez, elles sont des milliers de femmes. Moi, bien évidemment, j'étais dans la politique, j'étais députée, j'ai été ministre, donc on va dire que j'étais sous les feux des projecteurs. Il y a eu d'autres femmes. D'ailleurs, mon livre est préfacé par Vidula Nabab Singh, qui, comme moi, était première. Nous étions les 3 premières femmes élues députées après l'indépendance. Il y avait elle, moi et Madame Henry, la sœur de Gaëtan Duval. Mais même Vidula Nabab Singh, qui était un professeur d'université et qui est prof de sociologie, elle a fait une seule mandature et on a tendance maintenant à oublier un peu Vidula. C'est pour ça que je lui ai demandé d'écrire cette préface, parce qu'elle comprend très bien la problématique de la femme. Mais comme elle, il y en a d'autres. Et il y en a qui sont très connus, comme sa belle-sœur Lindsay Collen, très connue. Comme Rajni Lalla, très connue. Comme il y avait Radha Gangalou aussi, qui a beaucoup fait pour les femmes battues et tout. Mais derrière, il y a tellement de femmes qui ont travaillé. Je ne peux pas mettre tous les noms de toutes les femmes, je les connais peut-être même pas, mais beaucoup de femmes ont lutté quand on faisait des marches et des manifestations. Mais toutes ces femmes-là, elles ne sont pas connues. Dans tous les pays, c'est comme ça. On a la masse qui est derrière nous, mais seules quelques personnes sont de l'avant et on les connaît. Moi, ce que je voudrais, pourquoi de l'ombre à la lumière? Je ne dis pas seulement dans le combat des femmes, mais même dans la vie normale de tous les jours. Je pense qu'une trop grande majorité des femmes est timide, n'a pas confiance. La femme n'a pas confiance en elle souvent. Alors, elle n'ose pas. Par exemple, on veut avoir un travail, mais il faut se battre pour avoir ce travail-là. Il faut se battre pour avoir une promotion. Pendant que je faisais le livre, j'ai fait parler à beaucoup de femmes, à beaucoup d'hommes aussi. Et je me suis rendu compte que les femmes se disent « Mais pourquoi on a fait tout ça ?» Il y en a une qui m'a dit « J'ai un doctorat, mais je suis toujours là. Même poste. Il y a des hommes qui montent, moi je ne monte pas. » Donc elles sont encore cachées. Et puis il y a des femmes qui, même si elles ont réussi dans la vie professionnelle, vous savez, il y a quand même 39% de femmes dans le secteur public qui sont en haut de la hiérarchie. Ce n'est pas le cas dans le secteur privé, malheureusement. Mais dans le secteur public, vous avez des femmes qui sont PS, SCI, juges, chefs-juges aujourd'hui. Moi, je trouve ça formidable. Mais même quand une femme réussit, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas victime soit de violence, soit de discrimination chez elle, dans son ménage, dans sa famille. Parce que même quand elle réussit, il y a toujours souvent un petit blocage. Mais quelques-unes, là, ont montré qu'elles n'ont pas peur et elles ont réussi à franchir les barrières. Vous avez eu une longue carrière dans la politique.
Pensez-vous que les femmes sont traitées de manière égale en 2022 dans l'arène politique? Ben non, puisque si on regarde les statistiques officielles, à l'époque, nous étions 4,3%, 3 femmes sur 70. Aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup progressé. Il y a des femmes, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. En tant que ministre, combien il y a? Moi, j'étais la seule ministre en 82. Par la suite, Sheila Bapou m'a succédé. Et très rarement, on a eu 2 femmes ministres. Là, on en a 3 sur 22 ou 24 ministères. On n'a pas fait d'énormes progrès. Le plus difficile, c'est que au niveau de la candidature même, on ne fait pas suffisamment de place pour des femmes candidates. Je ne suis pas en train de dire que la femme candidate est meilleure forcément que l'homme. Moi, je ne suis pas d'accord pour faire un quota où le public ne peut pas choisir, il est obligé de voter une femme. Non. J'aurais voulu qu'on fasse la même chose qu'on a fait pour les élections municipales, régionales, district council, tout ça, où on a dit à chaque parti politique, vous êtes obligés de mettre au moins une femme, au moins un homme, un de chaque sexe. Ce qui fait que ça a fait un changement fondamental. Si demain on fait ça pour l'Assemblée nationale, pour les élections législatives, je pense que ça va tout changer. Maintenant, est-ce que quand on aura plus de femmes, ce sera meilleur pour les femmes? Peut-être oui, peut-être non. Mais je pense que quand on a la masse critique, vous et vos copines, par exemple, la jeune génération, vous allez voir qu'il y a quand même des femmes qui réussissent. Il y a quand même des femmes qui sont au Parlement. Il y a quand même des femmes ministres. Maintenant, nous pouvons regarder au niveau de la justice, il y a beaucoup de magistrats, beaucoup de juges, etc. Mais ça nous donne un encouragement. Il se peut qu'individuellement, il y a peut-être une femme qu'elle ne va rien faire pour nous. Mais est-ce que pour ça, on dit non, on ne veut pas des femmes? Parce que souvent, les hommes aussi ne font rien. Mais quelquefois, c'est le contraire. On peut être un homme et quand même dire qu'il faut qu'il y ait une justice et de la non-discrimination, non seulement en ce qui concerne les femmes, mais la non-discrimination dans tous les sens. Aujourd'hui, là, on est en train de fêter, célébrer la journée internationale contre la discrimination raciale. Donc, bien évidemment, ça aussi, c'est important. Mais moi, j'ai remarqué qu'avec le système parlementaire que nous avons aujourd'hui, on tient compte des communautés, mais on ne tient pas compte du sexe. Donc, c'est le bon vouloir des chefs de parti, et j'en connais pas beaucoup qui sont des femmes, comme chefs de parti, des grands partis, il n'y a que des hommes. La violence contre les femmes ne fait qu'augmenter à l'île Maurice. Nous avons été témoins de cela la veille même de la journée pour les droits de la femme. Pensez-vous qu'un manque d'éducation est à l'origine de tout cela? Oui et non. Vous savez, on peut être éduqué, on peut avoir des plus grands diplômes, ça n'empêchera pas la violence en tant que telle. Parce que la problématique de la violence est beaucoup trop complexe. Malgré tout, je pense que dès le plus jeune âge, à la maternelle, il faut enseigner aux enfants le respect de l'autre. Il faut bien dire aux enfants, tu n'as pas le droit de taper sur ton copain. Ça peut être, d'ailleurs, on peut taper sur un garçon aussi, il n'y a pas que les filles qui sont victimes à l'école. Il y a le bullying à l'école. Mais ce bullying-là, il y a quelquefois des garçons. Il y a des garçons plus timides aussi. Il y a des garçons qui sont pas intéressés par des sports violents, par exemple, mais leurs camarades se moquent d'eux. Donc, depuis l'école, on voit que la violence est déjà là. Et c'est évident donc qu'il faut absolument vraiment donner une priorité à l'éducation dans ce sens-là. Pas l'éducation tout court, mais l'éducation aux droits humains et l'enseignement des valeurs. C'est surtout ça. Mais seulement, le problème ne sera pas réglé aussi simplement que ça. Parce que l'être humain est complexe. Et lui-même, allons dire un mari qui bat sa femme, il faut aller dans son enfance à lui pour comprendre pourquoi il est imprégné comme ça de violence. Parce que le dernier cas dont vous parlez, il a voulu se suicider après. Ça veut dire qu'il était arrivé à un point de désespoir
incroyable. Et il y avait une ONG qui s'occupait un peu du suicide à une époque. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui doivent s'investir encore plus dans cette problématique de violence et il faut s'investir dans comment faire la prévention. Parce que vous avez tout, vous avez la prévention, vous avez la protection et après vous avez le procès. Et est-ce que c'est nécessaire de prendre un homme qui a battu sa femme, allons dire qu'il n'a pas tué, mais qui a battu sa femme, est-ce que c'est nécessaire qu'il fasse de la prison? Qu'est-ce que ça va changer? Par contre, on ne peut pas rester dans l'impunité. Il faut quelque chose. Alors, quand quelqu'un prend de la drogue, le juge lui dit, si vous acceptez d'aller faire des soins, vous ne serez pas condamné. Il faut réfléchir. Est-ce qu'on peut, c'est difficile, hein, est-ce qu'on peut dire aux hommes violents, il y a quelquefois des femmes violentes, mais ce n'est pas jamais la même intensité de violence, jamais. Mais on peut dire aux hommes violents, allez faire une thérapie. On ne peut pas les obliger. Parce que pour faire une thérapie, il faut qu'on soit consentant. Si on l'oblige, il va aller chez le thérapeute, mais il ne se passera rien. Donc, moi, je dis que je ne connais pas toutes les recettes. Je suis contente que le gouvernement, le Premier ministre en particulier, ait mis sur pied un haut comité sur la question de la violence qui réunit tous les acteurs. Parce que ce n'est pas un problème qui relève que du ministère des droits de la femme ou du ministère du gender. C'est un problème qui concerne l'éducation, la santé, la solidarité nationale, les gens qui vivent dans la pauvreté, tous ces aspects-là sont importants. Et à ce moment-là, peut-être on arrivera à améliorer un peu, changer un peu. Je ne crois pas qu'on arrivera au bout complètement, mais au moins on peut faire quelques progrès. La société associe souvent, ou presque tout le temps, les femmes à la fragilité. Les hommes en sont aussi victimes. Par exemple, les hommes efféminés font face aussi à ce genre de commentaires. Pourquoi, d'après vous, d'après vos observations, être femme est vue de la sorte? Vous savez, on a des stéréotypes. On a parlé depuis le début de l'émission du conditionnement. Le conditionnement concerne l'image qu'on a des hommes et des femmes. On a décidé que les hommes doivent être de telle manière et les femmes de telle manière. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des femmes qui sont plus fortes, il y a des femmes qui sont plus fragiles, il y a des hommes qui sont fragiles, il y a des hommes, moi je ne dirais pas efféminés. Vous savez, dans chaque personne, il y a un côté masculin, un côté féminin. Peut-être qu'il y a certains qui ne sont pas obligés de montrer leur virilité, que certains confondent virilité et violence. On peut être viril sans être violent. On peut être un homme tout à fait correct, assumer sa masculinité et respecter quand même la femme. Mais donc, c'est vraiment le problème du conditionnement, des stéréotypes. Même les médias, malheureusement, même les médias, les films qui passent à la télévision, excusez-moi, tous les films, Bollywood, Hollywood, tout. Il y a toujours, on continue à perpétuer ces images stéréotypées. Mais les gens, dans la réalité de la vie, les gens ne sont pas comme ça. Il y a toutes sortes de personnes. On dit au petit garçon qui pleure qu'il n'a pas le droit de pleurer, mais les hommes ont le droit d'avoir des émotions. Mais comme si on se moque d'eux. Ce n'est pas normal. Donc moi, je voudrais travailler encore plus sur ce concept de stéréotypes et quel est le rôle des médias, de ceux qui font de la publicité, parce qu'on utilise le corps de la femme pour faire la publicité. Maintenant, on utilise aussi quelquefois le corps de l'homme. Tout ça, ce sont des choses où peut-être il y a des progrès à faire. La ministre va venir, ça c'est très important. La ministre, moi j'ai fait le livre dans ce contexte. La ministre vient avec un Gender Equality Bill. Dans ce bill, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Et c'est ça que moi je pense, c'est pour ça que je pense que lorsqu'il y a tous les acteurs qui se réunissent et qui discutent, et quand la société civile, les ONG, le secteur privé, le secteur public, on met tous nos intelligences ensemble, peut-être qu'on arrivera à avoir une société encore plus paradisiaque que ça ne l'est en ce moment.
Restant toujours sur les femmes qui contribuent à la littérature mauricienne, nous allons parler de Natacha Apana, romancière d'origine mauricienne établie en France. Natacha Apana, qui nous a présenté de véritables chefs-d'œuvre en forme de romans, est de nouveau sous les feux des projecteurs, mais cette fois pour une raison complètement différente. Son best-seller très acclamé intitulé « Tropique de la violence » a été adapté en long métrage portant le même nom que le roman. Nous allons terminer cet épisode de Mots et écrits avec la bande d'annonce de ce film. On vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode. On m'a parlé d'un garçon disparu depuis quelques mois. Sa mère est morte. Ici, si t'es faible, tu crèves. Pourquoi elle m'a laissé? Installe-toi. Oh, stop! La mère de gloire, mon cul. Ici, on doit gagner ce qu'on mange. T'as pu jouer? On est en France. Il y a des endroits pour les orphelins qui peuvent t'accueillir. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Qu'est-ce que tu fais là? Personne ne vous veut dans cette île. Il y avait des corps qui flottaient autour de moi. Bon, un sacré courage pour traverser ça. Hein.